Station F m'avait demandé d'expliquer comment en fait j'avais obtenu 30 rendez-vous avec des boîtes du CAC 40 en 30 jours. Tu vas être dans une petite audience qu'on a mis dans LinkedIn Ads de manière en fait à ce qu'on te découvre. Et là, on t'envoie un petit message et globalement, ça fait un x2 ou x3 sur la totale. Interaction, prise de rendez-vous, etc. Envoyer un email et attendre un retour de quelqu'un, si effectivement t'es personne, c'est compliqué. Personne sait que j'ai monté 2 accélérateurs pour les e-commerçants, que j'ai dépensé moi-même 300 000 € en ads pour tester des choses pour moi et pour mes clients, mais j'étais derrière le business manager. J'ai pas délégué ça à quelqu'un d'autre pour apprendre. Salut tout le monde, bienvenue sur l'Aftermarket, je suis Clément SSB et aujourd'hui je suis accompagné de Fabien Ferreira. Vous l'avez sûrement croisé sur LinkedIn, il a fait une vidéo par jour pendant un beau mois et demi. C'est ça. Aujourd'hui il va nous partager toutes ces expérimentations qu'il a faites sur l'emailing, sur l'Ads et comment est-ce qu'il a réussi à combiner les deux pour faire des résultats explosifs. Il a accompagné près de 180 boîtes sur l'email, 70 sur l'Ads. Donc là, il y a vraiment plein d'apprentissages à avoir. Il va aussi parler un peu de sa stratégie LinkedIn, comment est-ce qu'il produit ses contenus. Donc, moi j'ai vraiment hâte qu'on commence et j'ai hâte que tu me parles un peu plus de tout ça. Mais d'abord, 2 choses. La première, n'oubliez pas que sur le premier lien en description, vous avez le résumé de l'épisode, la page de l'épisode. Et là, vous avez tous les liens, tous les outils, toutes les personnes qu'on va mentionner. C'est très utile. Et la deuxième chose, c'est un grand merci à notre partenaire. C'est Factory 5.42, le studio vidéo en plein centre-ville de Toulouse. Et c'est chez eux qu'on tourne ce talk show. Voilà Fabien, je te propose de chiner. J'ai eu du mal là. Allez, à la tienne. À la tienne. Je suis très content de te recevoir là. Bah avec plaisir, en tout cas c'est cool. Un beau lieu. Un beau lieu, un bel appartement. Bel appart. On a essayé de te recevoir dignement. Bah merci en tout cas, ça fait plaisir. Pour les personnes qui te connaissent pas ou peu, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu ce que tu as fait un tout petit peu avant et maintenant ce que tu proposes? Ouais, carrément. Moi en fait je suis pas très bon pour me présenter, mais en gros en 2-3 mots, je me décris comme un entrepreneur. Donc en fait je sors d'une école d'ingé, j'ai monté un produit SaaS dans l'événementiel avec ma femme. C'était aussi une belle histoire. Ça a duré 5 ans et en fait pendant ces 5 ans il s'est passé beaucoup de choses. Pas mal de learning en fait effectivement sur les choses à faire et à pas faire. On est rentré chez The Family au bout de 3 mois après la création. Ok. C'était en 2013. C'était pour moi en fait, c'était le début du gros marketing en France. Donc en gros, t'es là avec les autres effectivement, essayer de comprendre comment ça marche et commencer en fait à bidouiller ça pour ta boîte. Et j'ai eu la chance en fait de rentrer dans le premier batch. Donc c'est la première promo à Station F. Promo dans laquelle il y avait Guillaume Moubèche, Denis Drop Contact, Phantom Buster et d'autres. Et en fait, on a eu cette chance-là de déjeuner souvent ensemble, d'échanger sur les meilleures pratiques. Et après, moi, j'ai commencé à adapter ça pour mon entreprise et après pour d'autres. Énorme. Aujourd'hui, je t'ai connu sur LinkedIn. Comment est-ce que tu en es arrivé finalement à finir à documenter tes expérimentations sur LinkedIn? LinkedIn, au départ, quand j'avais ma boîte, c'était pas trop mon terrain de jeu, en fait. Je l'utilisais pour scraper, prospecter, mais pas pour produire du contenu. Et en fait, j'ai commencé effectivement quand j'ai fait tout simplement en fait à Station F un workshop. Station F m'avait demandé d'expliquer comment en fait j'avais obtenu 30 rendez-vous avec des boîtes du CAC 40 en 30 jours. Et ben en fait je me suis dit ok, je vais faire ce workshop, mais à côté de ça je vais faire un article sur Medium. À l'époque tout le monde écrivait sur Medium, et à côté de ça je me suis dit ok, en fait je vais prendre des bouts de cet article là et je vais commencer en fait à donner un certain nombre d'astuces sur LinkedIn, et ça avait plutôt bien marché. Donc effectivement dans mon cas, j'étais pas trop effectivement à faire des sujets ultra mainstream. Donc c'était plutôt si toi t'en es là dans ta boîte et tu galères sur tel ou tel truc, je peux te donner peut-être quelques astuces qui pourront te débloquer. Et en fait, à partir de cet article Medium qui a plutôt bien fonctionné, ce workshop effectivement où il y a une 40aine de boîtes sur les 70 qui m'ont dit Fabien, ça te dirait un échange, un conseil, un café? Donc au début j'acceptais. Après, il y avait trop de café dans la journée.
Et j'ai commencé à faire, en fait, à sélectionner quelques boîtes et à me dire, ok, on va le faire sérieusement, je vais essayer de vous accompagner pendant quelques mois et on va voir ce que ça donne. Et comme ça me permettra vraiment de comprendre en profondeur vos problématiques. Ok. Et voilà, et au départ, je l'ai fait pour bien comprendre le truc, c'est Fabien V1, freelance. J'accompagne des boîtes, tacite reconduction à la fin. C'est-à-dire qu'en gros, on peut être au bout du 3e, 4e mois. Je sais pas exactement en gros ce que je vais faire, mais en gros, je m'adapte en fonction des problématiques à l'instant T de la boîte. Et après, je passe à Fabien V2 en mode, ok, non, il faut être bourrin, il faut être expert d'un sujet, il faut vraiment comprendre les trucs en profondeur. Et dans ces cas-là, en fait, là, j'ai monté un programme de 4 semaines où tous les mois, je change de client et j'ai entre 5 et 10 clients par mois, ce qui me permet en fait d'avoir des stacks techniques différentes, des équipes différentes, des produits à vendre différents, des fois du service, des fois des produits, des cibles différentes, et en gros de me challenger tous les mois. Donc voilà, ça a été dans les 180 boîtes, ça a été effectivement pour moi ma grosse phase de learning curve, où je me dis effectivement à un moment donné, voilà, j'ai documenté, j'arrive avec mes méthodes, je mets ça dans une boîte, je regarde si ça marche. Quand ça marche pas, je me trie sur l'esprit. Je me dis effectivement comment j'adapte ça. Et en fait, plus ça avance, plus c'est optimisé. Ok. C'est là où ça devient une méthode en fait un peu copier-coller. Cette méthode copier-coller dont tu vas nous parler maintenant. Il y a plein de méthodes à copier-coller. Mais en tout cas, ouais, à force d'expérimenter, à un moment donné, tu arrives en fait à obtenir la loi de Pareto, tu sais, le petit 20% qui fait 80% des résultats. Et je pense qu'aujourd'hui, ça suffit pour plein de boîtes. En mode, tiens, Fabien, balance-moi tes 20%. Je les mets dans ma boîte, là, ça prend une demi-heure peut-être à setup. Mais par contre, moi, ça me permettra de lancer, faire un peu de cash, et après, je me montrerai en compétence sur le sujet, tu vois. Ok. Bon, là, on va pas être sur les 20%, on va être sur une stratégie bien bourrin. C'est ça. Donc, combiner l'emailing et l'ADS, donc avoir une cible qu'on target en ADS en même temps, avant ou après qu'on lui envoie des emails. Je te propose que d'abord on passe un petit moment sur comment est-ce que quand tu accompagnes quelqu'un sur de l'email, comment est-ce que tu vas te plonger un peu dans son domaine, dans son ICP, dans son client idéal, parce que il y a plein de domaines différents. Clairement. Et il te faut vraiment les leviers, les ficelles à tirer spécifiques pour ce client-là. Comment est-ce que tu te renseignes pour les choper ? Ouais, en fait, là, je vais démystifier le truc. C'est plus rapide que ce qu'on ne le pense, ce qu'on peut penser. Je me plonge pas dans le truc en mode il faut 30 jours pour essayer de comprendre ton ICP, je vais faire une analyse terrain, je vais parler avec un certain nombre de tes clients, etc. Je le fais pas. On part d'hypothèses et on fait un test direct. En gros, ça veut dire quoi ? C'est que je prends 30 minutes, je regarde qu'est-ce que fait la boîte, combien elle a de clients. Si elle en a, j'essaie effectivement de voir en fait quels sont leurs meilleurs clients, effectivement pourquoi ils ont acheté, enfin d'essayer de comprendre en fait un peu la proposition de valeur adaptée à une audience spécifique. Et après, j'essaie de répliquer s'il y a un truc qui a commencé à marcher pour effectivement le faire scaler. Mais la plupart du temps, il n'y a pas ça. Il n'y a pas assez de clients. Les boîtes ne savent pas ce qu'elles vendent, ou en tout cas, savent pas le pitcher. Et quand tu fais de l'emailing, par exemple, t'as pas le droit à l'erreur, tu vois. T'envoies un mail, il y a un contexte, t'essaies de capter l'attention. Tu lui parles d'un truc, ça marche ou ça marche pas, tu vois. Ouais. Et globalement, t'as pas le droit de mettre... t'as pas le droit, ça se fait pas, en tout cas, de dire salut, nous, voilà ce qu'on fait. A, B, C, D, tu vois. Faut choisir. Et donc, en fait, j'essaie systématiquement de me dire, OK, on va partir. Et c'est comme ça que je me dérisque quand j'accompagne une boîte. On part sur 3 campagnes, 3 cibles différentes et 3 propositions de valeur différentes. Ok. Et je vais pas dire systématiquement. Aujourd'hui, quasiment forcément, systématiquement. Il y en a une qui marche. Exactement, il y en a une qui marche. Loi de Pareto, comme d'habitude. Forcément. D'accord. Mais écoute, je te propose qu'on rentre un peu plus dans le dur. Alors, c'est quoi l'intérêt de mettre de l'ADS en même temps que l'email ? En fait, l'intérêt de mettre de l'ADS en même temps que l'email, c'est que au départ, quand tu penses B2B, t'es sur LinkedIn, tu fais de l'email, t'envoies des messages sur LinkedIn, t'interagis avec les autres sur des publications, enfin, tu fais des choses très B2B. À un moment donné, en fait, j'ai eu certaines boîtes qui m'ont demandé, en fait, d'augmenter leur taux de conversion parce qu'effectivement, elles voyaient bien que les taux d'ouverture ou les taux de réponse pouvaient être nettement supérieurs. Et en fait, je leur disais, là, en fait, on arrive à un plafond, c'est juste que votre prospect vous a pas identifié. C'est normal. Moi, tu m'interpelles dans la rue. Si
si je te connais, bah globalement, tu auras plus de chances que j'interagisse avec toi plutôt que quelqu'un en fait qui est vraiment anonyme. Donc en fait, ça c'était une problématique. Après, j'ai une autre boîte en fait qui me disait, bah nous on vient de lever des fonds, on veut charbonner, tu vois, en fait, on veut montrer à nos investisseurs qu'en fait on close, mais en fait ils avaient des taux de closing qui étaient à 6 mois, tu vois, parce que c'était plutôt des PME voire grands comptes. Et en fait, la problématique de réduire un cycle de vente et d'augmenter la valeur perçue pour facturer plus cher, c'est pareil. Je leur disais, les gars, on n'est pas des magiciens en fait. Donc en gros, là, j'ai commencé à réfléchir sur comment on peut le faire. Et c'est là où je me suis renseigné effectivement, mais comme un bourrin, comme on l'a vu tout à l'heure, sur la partie en fait publicité. Et je me suis dit effectivement, ok, je vais voir comment ça marche la pub. Et après, effectivement, j'intègre ça en fait dans la partie B2B. Ok, d'accord. Et donc aujourd'hui, en fait, les 3 sujets que j'ai le plus vus et adressés en B2B, c'est warm-up. Donc effectivement, comment tu préchauffes ton audience avant de la prospecter, en gros par email ou par LinkedIn. Donc tout simplement, on t'a identifié, peu importe après qu'on ait retenu le message ou pas, mais s'il y a un biais de simple exposition, plus on te voit, plus on commence à te kiffer. Donc en gros, voilà, on utilise ce biais-là pendant 15 jours, 3 semaines. Tu vas être dans une petite audience qu'on aura récupéré membre de Sales Navigator si on rentre dans la technique, et en fait qu'on a mis dans LinkedIn Ads de manière en fait à ce qu'on te découvre, et à partir de là on te fait rentrer dans une campagne, peu importe sur quel outil, l'Emlist, la grosse machine, etc. Et là on t'envoie un petit message et globalement ça fait un x2 ou x3 sur la totale. Donc interaction, prise de rendez-vous, etc. D'accord, ok. Donc quand tu dis petite audience, c'est quoi à peu près les minimums? Enfin les minimums. Petite audience, c'est pas, quand je dis petite audience, on n'est pas dans du Facebook Ads où tu vas cibler 1 million de personnes et mettre en audience large. C'est, on va aller cibler, je sais pas, des centaines, des milliers de personnes et on va les mettre dans une audience. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, tout ce qui est retargeting, etc., aujourd'hui, ils te permettent plus, c'était le cas à l'époque, mais ils te permettent plus en fait de comment dire, d'aller chercher une liste précise. Exactement. Enfin, si, ça c'est encore possible avec quelques tricks. Par contre, d'avoir 3 personnes dans une audience, non. Donc on est obligé quand même d'alimenter la machine. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est on va dire 1000 personnes, tu vois. 1000 personnes. Ok. Et pour un budget, du coup, à peu près, si tu veux faire ça, tu mets combien en plus sur ta campagne? En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que aller chercher un trafic froid, ça coûte cher. Ouais. Parce qu'effectivement, en fait, Facebook, etc., va te donner accès à des gens que tu ne connais pas. Par contre, effectivement, réchauffer une audience connue, bah, c'est pas si cher que ça. Ouais, sur Facebook, on met 5 euros. Ouais. Et sur LinkedIn, tu vas mettre 10-20 euros, ça va suffire. Par jour? Ouais, ça va. C'est des campagnes de notoriété, pas beaucoup de... Enfin, un CTA pas très engageant. Exactement. Et après, tu peux aussi t'amuser sur qu'est-ce que tu leur montres, à quel moment. On peut rentrer après dans le détail. Tu vois, typiquement, moi, ce que je m'amusais aussi à faire à un moment donné plutôt là sur Facebook Ads, c'était je veux sur une audience montrer une fois, tu vois, comme ça je séquence, j'appelle ça moi du retargeting séquentiel. Okay. Donc je sais exactement ce que la personne va voir le mardi, le jeudi. En fait, c'est un peu comme une campagne emailing où tu dis J+2, etc. Et tu le fais en ads. Et en fait, comme tu dis, je veux que toute cette audience l'ait vu une fois dans la journée, en fait, tu sais exactement ce qu'elle consomme. Super ça. Et donc en fait, voilà, et des fois, comme je disais, tu peux l'utiliser en warm-up pour préchauffer. Tu peux l'utiliser en fait pendant, des fois juste pour susciter la curiosité, etc. en complément de ta campagne. Ça dépend de ta campagne de prospection. Est-ce qu'elle dure 15 jours et c'est un effet un peu tamis, tu vois, c'est je mets des gens, est-ce que ça match? J'envoie l'équipe sales, si ça matche pas, je les envoie en nurturing, je les éduque, et après t'as la campagne en fait closing dont on parlait tout à l'heure, qui est comment j'augmente la valeur perçue et diminue le cycle de vente. Et après il y en a une autre en fait effectivement qui est la campagne nurturing ads en fait, qui est si t'es sur des cycles de vente assez longs et les gens t'ont pas répondu par email, soit 80% des gens ne répondent pas à tes emails de prospection, allez 70-80. Ouais, ou au dernier, ouais. Exactement. Et ben ce qu'on se dit, c'est qu'en même temps que de leur envoyer hey, regarde, on a fait un article sur le blog, etc. et de leur envoyer des petits touchpoints, et ben à ce moment-là, tu les mets aussi dans de l'ads de manière à jouer un peu sur ce que moi j'appelle les soft touch. C'est on n'a pas l'impression, tu vois, que tu les harcèles
mais par contre, tu leur montres quand même que t'es là, top of mind. Et l'autre côté, des hard touch, où là, t'envoies un vrai message sur LinkedIn, un vrai email, etc. Et en combinant les deux, c'est ce qu'on va appeler une expérience prospect aux petits oignons, tu vois. Une expérience prospect aux petits oignons. C'est ça. Ok, bon. Je vois que... Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment t'en es venu à l'Ads comment est-ce que t'en es venu à te former à l'Ads Ouais. En fait, j'ai eu ces problématiques de boîte B2B. Après, je me suis dit, je vois assez peu de personnes sur LinkedIn parler de ads B2B. Ouais. On parle beaucoup d'e-commerce, quoi. Tu vois, c'est les personnes qui font de l'ads souvent font de l'e-commerce. Je me suis dit, ok, je vais retourner dans le cycle classique pour aller choper du contenu qui est e-commerce. Comme je disais tout à l'heure en off, en gros, je me suis dit, mais comment apprendre avec des techniques un peu bourrin. Ouais. Je me suis inscrit sur la formation du Yomi Denzel. J'ai tout mangé. J'ai monté 3 boutiques. Je m'étais laissé donc 2 mois de dropshipping dans ma life. Je me suis dit, ok, t'as pendant 2 mois de vendre des produits AliExpress pour apprendre. C'est pas un problème. Honnêtement, même, je le conseille à n'importe quel média buyer aujourd'hui qui veut se lancer. Ok. C'est certainement le shortcut, le raccourci le plus rapide pour rester focus sur le marketing, les techniques de test, de scale dans Facebook, etc. plutôt que de commencer à penser logistique, comment je vais amener ça d'un point A à un point B, etc. Et donc, c'est très très bien pour apprendre. Et en fait, au bout de ma 3e boutique, j'ai commencé à avoir des vrais résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dropshipping, tu fais 30% de marge en moyenne. 20 à 30%. Ça dépend comment t'es au niveau du scale. J'avais fait 100 000 euros, 30% de marge. Honnêtement, j'étais plutôt content à l'époque. Je me suis dit, en fait, l'e-commerce, ça envoie. Pour info, c'était il y a 3 ans. Parce que l'e-commerce change d'année en année. On sait que l'Eldorado de l'e-commerce de 2017, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais on était déjà dans la nouvelle version de l'e-commerce, celle où en fait, de moins en moins, on arnaque les gens. Il faut les livrer. Parce que tu sais, il y a beaucoup de dropshippers qui... Il faut les livrer, putain, merde. De ouf. Non, mais en fait, je me suis aperçu de ça quand je te dis que j'ai lancé 3 boutiques, il y en a une que j'ai lancée sur un produit. Et en fait, c'est des techniques, tu vas sur AdSpy, tu regardes le produit winner aux États-Unis, tu le lances en France, peu importe, il y a des techniques. Je teste ce truc-là, je lance un produit, je fais à peu près pas trop mal le truc, branding, etc., même si je me prenais pas trop la tête là-dessus. Et en fait, il y a des gens qui commentent en fait mes pubs en disant hey, vous m'avez pas livré il y a 3 mois. Et en fait, je répondais mais il y a 3 mois, j'existais pas, tu vois. En gros, tu vois. Et globalement, voilà, en fait, donc j'ai compris à ce moment-là qu'effectivement, il y a des dropshippers qui étaient tellement sales qu'effectivement, c'est pas il y a un délai de 7 jours. C'est tu payes, mais ils te livreront jamais. Ah là, c'est full marge. C'est incroyable. Mais c'est full arnaque aussi. Ouais. Donc voilà, et en gros, j'ai mis mes pattes là-dedans. Et après, en fait, quand j'ai commencé à comprendre quelque chose, j'ai appelé un ancien pote pour qui j'avais fait du gros pour sa boîte, qui s'appelle Edouard Ossegui, qui a une boîte en fait de community management. Donc en gros, quand tu as une boîte de community management, en fait, souvent tu as des photographes, des vidéastes, des motion designers, enfin, globalement des équipes créatives. Et en gros, je lui ai dit, c'était un soir, je m'en rappelle, vers 20h, et je lui ai dit, hey mec, t'as des équipes créatives. Moi, je peux faire la partie media buying. On monte Emblem Ads. En gros, une sous-branche. Tu sais, le côté, en fait, comment on est backé, comment on s'associe. On s'est pas posé la question. On a fait un post le lendemain sur LinkedIn en disant, OK, en dropshipping, on prend entre 20 et 30% in fine de marge. Donc, on va prendre 20% du chiffre d'affaires qu'on génère pour les boutiques e-commerce en leur imposant, on dérisque, 10 000 euros de budget pub. Ok. Comme ça, c'est toi qui mets l'argent, on joue avec, et on prend 20% de ce qu'on a gagné. Génial. Et en fait, un post LinkedIn, ça c'est la puissance de LinkedIn, un post LinkedIn, et en fait, on arrive à avoir entre 7 et 10 boîtes, et des boîtes, honnêtement, ultra sympas. Donc, des boîtes de vêtements en mode éconil, fait à base d'éconil, tu sais, c'est des fils des plastiques recyclés des océans, etc. Des boîtes comme Gallia Paris, marque de bière normande, etc., et vendue en Ile-de-France. On commence par cette marque-là et on les met en rupture de stock au bout de 6 jours. On a dépensé 1800 euros. On les met en rupture de stock et le fondateur dit je peux pas suivre. On avait retravaillé leur offre parce qu'en fait on disait on peut pas vendre de la bière. Ouais. On va pas, parce que sinon moi je descends au monob en bas. Je vais comparer le prix
que tu me proposes en ligne, mais je regarde en fait parce que leurs bouteilles étaient aussi au Monop. Hein. Donc je les compare aussi en live. Et en fait, en gros, on a commencé à créer un package, une offre irrésistible. Dedans, on avait des stickers, on avait plein de trucs un peu sympas. On a rajouté du branding. Tu peux pas calculer le prix que coûte la bière dans le package. Et à ce moment-là, on a dit en gros, avec l'offre qui était, tu commandes avant midi, tu bois ta bière ce soir avec tes potes. Ok. Et là, boum, carton plein, gros ROS, donc pour 1 800 € d'investi, on avait fait 23 000 € de chiffre d'affaires. On communique sur LinkedIn, donc on est que 6 jours après, on refait un post. Et là, en fait, dans ce post-là, c'est on a mis cette boîte en rupture de stock, et là, on a Anti-Café, on parle avec Canada Goose Europe, enfin, c'était Tory Burch, une marque de luxe, etc. Là, on a upgradé niveau client. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, mon objectif à la fin, c'était pas juste d'avoir un accélérateur, monter un accélérateur pour les commerçants, c'était de comprendre la méthode qu'il y a derrière. Et en gros, j'étais assez déçu parce qu'en fait, quand tu t'adaptes des techniques pour faire de la pub sur des grosses boîtes qui ont déjà de l'autorité, qui ont déjà de la visibilité, qui ont déjà énormément de data, bah en fait, ça tourne tout seul. Une boîte qui fait 3 millions, en faire 4, c'est pas si difficile que ça. Donc en fait, à un moment donné, je coupe ça, j'arrête, je dis à Edouard, désolé. Et je remonte le truc avec un collectif de freelance, dont un mec qui fait la créa, un mec qui va gérer un peu le côté optimisation de l'offre, etc. Et moi, sur la partie plus stratégique, media buying. On remonte ça, et par contre, là, on va avoir des boîtes de Station F, des boîtes pré-product market fit. Genre, je veux lancer le asphalto féminin. Par contre, j'ai fait 0 vente en 1 an et demi. Et j'ai 6 abonnés sur Instagram, t'en penses quoi ? Bienvenue. Et en fait, je prenais que des boîtes comme ça. Au départ, je me suis planté parce que j'avais comme modèle de prendre 20% du chiffre d'affaires que je générais. Mais bon, j'avais oublié mes cours de maths. 20% de 0, ça fait toujours 0. Et en gros, pendant près de 2-3 mois, en fait, là-dessus, on n'était pas rentable. Mais on a persévéré parce que je voulais craquer le truc. Et au bout de 3 mois, on a commencé à craquer le truc. Ok, et du coup, parce que tu as dû investir des sommes colossales en ads, au final, c'est quoi les learnings que tu as reçus, que tu as récupérés de tout ça que tu peux appliquer maintenant en B2B ? Les learnings, globalement, en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, on a toujours à peu près les mêmes briques. C'est, il faut connaître ton audience, il faut leur envoyer une proposition de valeur simple, etc. Et surtout, et maintenant, ça, c'est peut-être le petit truc aussi bien en B2B qu'en B2C, mais c'est que on peut plus faire des ventes cash. Ouais. Même en e-commerce, à l'époque, tu sais, tu montrais une pub, ils cliquaient, ils achetaient. Oui. À l'époque, en email, on envoyait un email, ils bookaient un call et ça signait. Et maintenant, en fait, la plupart des boîtes B2B te disent « Ouais, mais ça marche plus comme avant. » Bah ouais, mais les mentalités changent. Aujourd'hui, en fait, on a un radar à spam qui est juste oufissime. Moi, des fois, je n'ouvre même pas mes emails que je sais que bonjour Fabien, nanana. Voilà, tu me mets direct à la poubelle. Désolé pour ceux qui envoient le mail, tu vois, mais on sent l'automatisation. C'est vrai. Pareil pour les pubs mal faites. Donc en fait, le truc, en tout cas, le learning, c'est qu'en fait, il faut être ultra smart dans qu'est-ce que je montre, à quel moment, à quelle personne. Ok. Et donc c'est là où j'ai commencé à me poser vraiment la question de ok, on va mixer tout ça, et comme ça en fait on n'aura pas je fais une campagne d'email automatisée comme tout le monde, ou je fais de la pub sur Facebook comme tout le monde. Je cross ça, surtout en B2B, je cross ça parce qu'en B2C c'est pas possible de faire de la prospection par email, mais en tout cas voilà, tu mixes tout ça, et après derrière en fait tu te dis ok, qu'est-ce que je dois montrer à ce prospect à tel moment, en séparant toujours les 3 étapes, tu sais, du tunnel. Tofu, mofu, bofu. Donc on va dire awareness, consideration, decision, ouais, voilà. Les 3 étapes. Donc la première étape, pour ceux qui le savent pas, c'est comment je découvre la marque, comment je prends conscience que j'ai un problème. Le deuxième, c'est je commence à prendre conscience du problème, je me dis ok, mais quelles sont les solutions qui me sont présentées. Et toi, tu fais souvent partie d'une des solutions. Et après, c'est ok, en fait, je veux partir sur ce type de solution-là, mais maintenant, quels sont les acteurs et avec lequel je pars. Et en fait, en gros, tu te dis, ok, il est où ? Où est mon prospect ? À quel moment ? Qu'est-ce que je lui montre pour le faire avancer d'un petit delta, tu vois ? Et à la fin, tu te dis après, ok, est-ce que là, c'est plutôt par email ? Est-ce que c'est plutôt en ads ? Est-ce que tu pourrais même dire, est-ce que je lui envoie un SMS ? J'ai fait des campagnes WhatsApp qui ont très bien marché pour toutes les personnes, tu sais, qui ont pas de boîte email. Ils ont souvent pas de boîte email
mais ils ont Mais ils ont WhatsApp. du WhatsApp. Ça, c'est par exemple, tu vois, des personnes, je sais pas moi, des restaurateurs, tu vois, Ouais. des artisans commerçants, etc. Ça marche super bien. Donc voilà, tu vois, si tu te dis, ok, qu'est-ce que je place à tel moment? Ok, bah vas-y. Ça te dit, si ça te dit, on applique ça Vas-y. et tu nous illustres ça pour qu'on voit un petit peu qu'est-ce que t'envoies, quand, quel type de contenu tu pousses, par email, par WhatsApp, par pub, Ouais. sur la typologie de clients que tu veux. Tu peux nous donner un exemple d'une boîte que t'as accompagnée, t'es pas obligé de les citer. Ouais. Vas-y, prends un petit verre, un petit gorgée parce que. Non, j'essaie juste de trouver un exemple en fait qui est parlant. Bah, par exemple, je vais prendre un exemple, enfin des derniers exemples, comme ça c'est un frais que j'ai en tête. Une boîte en fait c'est une SCPI. Ok. C'est pas sexy pour faire de l'investissement IMO. Ouais. Donc leur objectif c'est de cibler les conseillers en investissement IMO, Ok. sachant que c'est des personnes qui, comme la plupart, ne communiquent un peu sur LinkedIn, mais très peu, et pas super bien, dans le sens où ils communiquent sur leur page entreprise, pas les pages personnelles, ils ont pas de reach, ils sont pas très visibles. L'entreprise classique. Il y a deux choses, en fait. À la fois, on a commencé à monter en fait une campagne qui était comment on va cibler ces fameux conseillers en investissement financier et leur parler effectivement de ta SCPI, premièrement. Et après, ça c'est un autre sujet, mais on avait vu qu'en fait, ils avaient un salon event-based marketing, tu sais, on en parle souvent, c'est à quel moment j'envoie un message pour être susceptible d'être encore plus lu, etc. Et en fait, souvent, quand je parle à des boîtes, je leur dis, ok, je vais essayer de craquer le event-based marketing en mode trouver le bon contexte à n'importe quel moment, mais si tu as un vrai event, etc., on en profite. Et eux, ils avaient un salon. Donc j'ai deux stratégies en parallèle pour avoir un max de conversion, et en fait, ça s'est passé sur 3 mois. Premièrement, ils font pas de contenu sur LinkedIn. Pour eux, c'est un peu galère d'en produire, j'ai compris le truc. On a fait du warm-up, donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, avec du LinkedIn Ads. Ok. Là, on prend du contenu top of funnel. Donc top of funnel, dans leur cas, ça va être en gros, quels sont les 5 conseils pour bien investir. Peut-être qu'eux, ils sont dedans, tu vois. Ou les investir en 2022, tu vois, et ne pas se planter. En fait, le truc vraiment... souvent, c'est du contenu, ça peut être télécharger un livre, un petit livre blanc, un petit e-book, ça peut être tout type, ou autrement même une vidéo Facecam, où tu as le fondateur qui donne ses 5 conseils en mode ce qu'on appelle contenu GC, où tu as la personne qui se livre non monté, quasiment pas monté, tu vois, etc. Un témoignage. Et donc en fait, je mets ça en fait directement sur la campagne, je laisse ça tourner effectivement 15-20 jours. J'étais parti à l'origine d'une campagne où j'avais exporté tous les conseils en investissement financier. Il y en a quelques milliers en France. Je les prends. Quand tu l'exportes, t'as pas toujours les coordonnées qui vont bien. Donc en fait, tu les passes. Par contre, là, c'est un peu le truc un peu galère si tu veux vraiment être assez fin. C'est en fait, tu vas récupérer leurs coordonnées pro, perso, la totale. Okay. Donc des fois perso, parce que tu vois, si tu veux les faire matcher avec du Facebook ou du LinkedIn, bah souvent c'est par rapport à qu'est-ce qu'ils ont mis dans la machine, tu vois, dans la plateforme. Ouais. Ça tu exportes depuis Sales Navigator, c'est ça? T'exportes depuis Sales Navigator, donc globalement, tu sais, des outils comme Phantom Buster, etc. vont dire, bah tiens, si il l'a noté dans sa fiche, on le récupère. Après, tu peux l'enrichir avec des outils comme Drop Contact. Le problème, c'est un avantage pour faire de la prospection, mais c'est un problème pour faire du matching avec de l'ADS. Et des fois, tu utilises d'autres outils, tu vois, bah, typiquement les Lusha, Casper, ou voire même aux États-Unis, etc. Il y a un super outil qui s'appelle People. Donc globalement, voilà, ça va te sortir plutôt les données personnelles, mais on ne prospecte pas dessus. Okay. C'est juste pour faire un matching. Okay. On prend la liste, on la met dans LinkedIn, parce qu'effectivement, on a créé une audience custom, personnalisée, à partir d'une liste définie. On pourrait en fait se dire sur Sales Navigator, ok, comme d'un côté sur Sales Navigator, je veux dire, j'ai sélectionné les conseils d'investissement financier à Paris, je peux faire le même ciblage sur LinkedIn Ads plutôt que de mettre un fichier. Ouais. Je peux le faire aussi. Souvent, t'as pas exactement les mêmes personnes, mais ça marche quand même. Ok, si c'est plus simple, ouais. C'est plus simple. Donc c'est plus simple. D'un côté, tu fais ton ciblage, de l'autre côté, tu refais à peu près le même ciblage. Tu devrais être à peu près sur la même personne. Ok. Soit tu payes les outils, soit tu payes pas les outils. Exactement. Les deux fonctionnent. Il y en a un, il est plus
comment dire, moi j'aime bien le côté systématique, tu vois. Je sais que cette audience-là, je sais que je l'ai ajoutée dans ce listing-là, tu vois. Oui, tu sais que c'est efficace à 100%. Exactement. Ouais, mais il y a de toute façon, tu vas être obligé d'extract la base de données parce qu'il va te falloir les mails pro, j'imagine. Quoi qu'il arrive, il faut les sortir. Ouais, voilà, donc autant passer par de l'export, autant passer par là. Phantom Buster, drop contact pour enrichir. Exactement. Ou autrement, les Eva maintenant. Boot, t'aimes pas? Si, pourquoi pas. Pourquoi pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que des solutions pour extraire LinkedIn, il y en a plein. Et globalement, moi, tu vois, aujourd'hui, c'est vrai que quand j'arrive dans une boîte, si elle n'a pas le setup, on va dire de base, parce que pour moi, il y a plusieurs levels, en fait, quand tu fais de la prospection. Le level 1, on se prend pas la tête. Sales Navigator, Drop Contact, Lemlist. Moi, c'est tout systématiquement ça. Lemlist plutôt que la grosse machine, parce que Lemlist, c'est séquentiel. Donc, c'est 1, puis 2, puis 3, puis 4. Tu peux pas dire, si il a pas ouvert, alors je monte là-haut, s'il a ouvert, je descends, et après, je le mets dans Twitter. Des fois, je me dis, mais pourquoi parler de Twitter? Déjà, t'es pas bon sur LinkedIn, t'es pas bon en email, tu vas pas rajouter Twitter. Oui. Et souvent, en fait, ça laisse un peu les entrepreneurs un peu, ou les marketeurs un peu dans le je suis devant Zapier, ou je suis devant un truc où je peux faire tellement de choses que je fais rien. Procrastination de masse. Donc, pour éviter, Lemlist, ABCD. Simple, efficace. C'est carré. Ok. D'accord, donc on en était à... Je prends l'audience. Je la mets dans LinkedIn, donc on a dit il y a deux possibilités. Je leur envoie effectivement un peu de médias, mais là je suis vraiment sur des campagnes de notoriété, je veux juste qu'il y ait de l'impression. Tu vois, il n'y a pas d'objectif conversion, je paye un coup par clic parce que je les amène sur une page d'atterrissage, etc. Tu peux, s'il y a un document, récupère le document, etc. Mais il n'y a pas d'objectif, tu vois, à proprement parler, de dire ok, je vais les attaquer direct. C'est... On se découvre, tu vois qui on est, etc. À côté de ça, cette même audience, je l'avais importée dans Lemlist, et en fait, tout en haut, dans Lemlist, tu peux directement mettre le délai. Ouais. À quand est-ce que commence la campagne? Là, en fait, automatiquement, je mets, par exemple, je sais pas, 15, 20 ou 30. Et donc, en gros, 15 jours, 20 jours ou 30 jours après le début de l'ADS, automatiquement, tu vas avoir visite de profil, par exemple, demande de connexion, si on veut attaquer sur LinkedIn parce qu'on a pré-ciblé des gens actifs sur LinkedIn, ça marche bien. Ou sinon, dans la majorité des cas, je fais ça. Visite de profil, un mail qui explique un peu le contexte, le pourquoi, et une raison d'échanger. Et vraiment relationnel. Je dis une raison d'échanger, c'est des fois je parle même pas de la boîte, enfin pas de la boîte, je la vends pas, mais des fois la proposition de valeur elle est vraiment noyée, tu vois. Ça te dirait d'échanger sur, par exemple, les nouvelles stratégies marketing aujourd'hui à mettre en place dans une boîte, tu vois. Et en gros, toi, tu m'apportes ton feedback, moi, je t'apporte le mien. Il n'y a pas on pense même pas, pour l'instant, à la next step. Ok, tu vas même pas personnaliser plus que ça le truc? Si. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai fait des emails ultra personnalisés. J'ai fait des emails moins personnalisés. Et aujourd'hui, en fait, j'essaie de trouver le bon ratio entre les deux. Et le bon ratio, il est trouver un contexte fort. Tu viens de rentrer dans une boîte, enfin tu sais exactement à qui tu t'adresses à quel moment, l'événement. Proposition de valeur la plus relationnelle possible. Souvent en fait on essaye de mettre un truc un peu intriguant, tu vois. C'est par exemple quand je dis à un marketeur ou grosse marketeur des nouvelles méthodes, il se dit peut-être qu'il a un truc à m'apprendre. Donc globalement le call il va se faire. Par contre effectivement si on est sur une autre cible, peut-être que le sujet nouveauté ça va pas être top. Peut-être qu'on va jouer sur un sujet rentabilité pour un mec plutôt sur la partie financière, etc. En mode, par exemple, un email que j'avais utilisé à l'époque, c'était... je l'ai documenté trop, il est sur YouTube. C'est j'échangeais avec telle personne, nom, prénom, hier. Et donc, en fait, là, c'est du name dropping. C'est en fait, j'essaye de nommer effectivement quelqu'un qui ressemble un peu à toi. C'est par exemple, si tu t'adresses au responsable marketing ou au CTO par exemple d'une boîte et tu lui parles d'un autre CTO et lui dis trop cool en fait, ouais, ok, d'accord. Et en fait après là c'est il me disait, et là boum, proposition de valeur mais explosive. Il me disait que grâce à par exemple une solution, parce que j'ai bossé pour une boîte comme ça, une solution d'IA, une intelligence artificielle qui permettait par exemple d'optimiser l'approvisionnement dans un resto, ils ont pu augmenter de 5 points leur marge. Ok. Et en fait le gars il se dit ok, attends,
t'es en train de me dire que telle personne Que je connais. a échangé en gros avec toi, enfin que je connais, c'est pas dans tes relations cercle 1. Il y a pas, je suis pas dans ce type de... Mais tu connais parce qu'il est dans ton secteur. Vous êtes des compères, tu vois. Donc en gros, l'objectif c'est, je connais, il est du même niveau que moi, et il a réussi à avoir tel résultat avec une solution que je connais pas. Et à la fin, là c'est interest-based marketing, c'est ça te dirait qu'on en parle. Ok. Ou autrement, tu peux être en mode closing, c'est on peut s'appeler demain ou après-demain, à telle heure, à telle heure. Mais en gros, interest-based marketing, ça te dirait qu'on en parle. Et ça, globalement, ça marche plutôt bien si par contre ta proposition de valeur, elle est chante. Ok. Trop Et bien. ça, c'est premier email. Après, effectivement, on pourrait parler en fait après de comment on décortique le truc, mais globalement, je fais un email de prise de contact, deuxième email, relance classique, ultra courte. Des fois, il y a que 3-4 mots. Tu vois, c'est si je m'adresse à des entrepreneurs, marketeurs, etc., ça peut être un truc, tu vois, je te ping juste pour voir si, tu vois. Enfin, tu sais, en gros, et j'essaye de complètement péter ce qu'on a l'habitude de voir ailleurs. Normalement, 70% de mes réponses sont dans les 2 premiers emails. Ok. En tout cas, c'est dans mon cas. Souvent le deuxième email, parce qu'ils se disent ah ok, en fait c'est marrant en fait. Oui, c'est pas une erreur, il voulait vraiment. Exactement. Parce que dans le deuxième email, je le veux vraiment ultra relationnel et le plus authentique possible. J'avais testé la faute d'orthographe, faute de ponctuation, le envoyer de mon iPhone, enfin tous ces trucs là, tous ces petits hacks marchent bien. Ça dépend à qui tu t'adresses. Ouais, Donc, forcément. voilà. Et après, derrière, ça déroule sur du LinkedIn, etc. Donc voilà, en fait, c'est 2 LADs. Il n'y a pas d'objectif conversion, donc il n'y a même pas de rattachement entre qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils voient, etc. Le seul truc quand même que je fais, c'est qu'effectivement, s'ils ont téléchargé un truc, ils ont contacté ton équipe, bah à un moment donné, il faut que tu cut la campagne pour... Ah oui, comment est-ce que tu traques ça? Bah en fait, à un moment donné, ils rentrent dans un de tes outils, par exemple, dans ton CRM, parce qu'ils ont fait une demande sur ton site, où ils ont pris... Ils ont rempli, je sais pas, ouais, une demande sur ton site de contact. Ils ont récupéré un autre document, en fait, par exemple, un DocSend, un DocSend qui était par exemple traqué par l'email. Tout ça, on le fait remonter. Et par exemple, dans l'Emlist avec Zapier, on peut les blacklister automatiquement. Ok, ouais. Là-dessus, on essaie d'être clean. D'accord. Parce que le cross-canal, c'est oufissime. Mais quand t'es pas clean, c'est vraiment pas top. C'est ah, mais je suis déjà en contact avec quelqu'un de votre équipe. Ah mais attendez, je suis déjà vous êtes en train de me closer alors que là je reçois... Enfin, là c'est... Oui, tu perds de la crédibilité directement. C'est dégueu. Ouais. Exactement. Ok, d'accord. Et du coup, on peut s'attendre à doubler les résultats, c'est ça? En général, quand on warm comme ça? Ouais. En fait, je trouve ça même hallucinant. Il y a certaines boîtes, elles ont même triplé. Ah ouais? Triplé, mais après, c'est des boîtes... d'un côté, tu les connais pas. Donc, envoyer un email et attendre un retour de quelqu'un... Si effectivement t'es personne, c'est compliqué. Et tu vois, c'est en fait ce que je dis aux boîtes, c'est même si tu fites pas avec, mais globalement, si demain t'as un Guillaume Houbèche, tu vois, qui te contacte et qui te dit hey, ça te dirait qu'on échange 5 minutes ensemble, globalement, peut-être que tu vas lui donner les 5 minutes, même si tu sais qu'il représente la mise, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est la force en fait du biais de l'avoir tellement vu ailleurs, de se dire c'est même un privilège. D'être closé par Guillaume, tu vois. Je vois. Donc voilà. Donc on essaie de créer ça en fait pour n'importe quelle boîte et sans pour autant, parce que là en fait, je sais pas si j'ai été assez synthétique là-dessus, mais sans pour autant que ce soit une machine de guerre. Et c'est ça qui est super. Pour moi, c'est que ça soit réplicable. T'es une start-up ou t'es solopreneur, faire du warm-up et l'associer avec une campagne en fait de prospection par email. C'est un truc qui doit se faire simplement. Oui, tu vois, là c'est simple. Hein. Exactement. Et ce que je veux dire, c'est que des fois, on a tendance à avoir des ingés qui vont te sortir le truc. Il faut scraper telle info, la faire rentrer là-bas. Ouais. Ensuite, après, tu passes sur N8N. Mais des fois, je me dis, mais pourquoi vous complexifiez le job? Après, d'un côté, ça fait vendre du service. Donc ça, pour des freelances, c'est cool, tu sais, de sortir. Nous, on est le seul gros, en fait, à faire ça. Mais d'un côté, t'es le seul gros aussi à faire un truc qui, globalement, c'est les 20% qui vont pas amener les 80% de résultats. Donc. Ouais, je vois. T'as une approche assez light du truc, assez lean. Ouais. Donc, comme Fabien, c'est quoi ta stack technique? Souvent, on pose la question.
Eh ben, Bah, comme je te Drop disais, Contact, Phantom Buster, la base, list, la Site base, Navigator, exactement. impeccable. Moi, je te sors. Après, comme j'expérimente des choses, bien évidemment, je teste des choses plus avancées que ça. Mais globalement, quand on rentre dans une boîte, on set-up la base, le truc qui marche. Tu vois, tu vas pas commencer à l'emmener sur un truc où t'es pas sûr à 100%, tu vois. C'est sûr. Ok, bon, ben là, juste sur la fin de la séquence, tu vas faire des petites relances ou tu vas continuer à amener du contenu ou faire de la pub, en fait, passer les 20 jours et avec disons des pubs beaucoup plus transactionnelles, histoire de voir s'il n'y a pas une conversion à gratter. En fait, après, dans la campagne, souvent, moi, mes campagnes, comme c'est des hard touch, t'envoies un message sur LinkedIn, etc. Et j'essaye effectivement de pas en faire beaucoup. On dit toujours, tu sais, monnaie, tu vois, enfin, l'argent est dans les follow-up, etc. Ouais. Je suis d'accord, effectivement, sur le fait de relancer. Ça, c'est normal. Si tu le fais pas, t'auras pas de résultat. Par contre, dans mon cas, honnêtement, si t'es déjà sur 2 à 3 emails et un message sur LinkedIn, souvent j'en fais qu'un seul, ça suffit. Donc ça correspond à une campagne type: visite de profil, mail 1 prise de contact, mail 2 relance, invitation LinkedIn. Comme on est sur l'emlist, on s'adapte aussi aux contraintes. Il faut lui laisser le temps d'accepter l'invitation, parce qu'il n'y a pas le côté j'attends qu'il accepte pour lui envoyer. Donc en fait, l'emlist, bête et méchant, tu lui dis J+3, t'envoies un message, il n'a pas eu l'acceptation, boum, le message va passer va être killé automatiquement. Donc, invitation sur l'emlist. Comme je t'avais dit, la plupart des boîtes qui auront tendance à répondre l'auront fait dans les premières steps, ce qui fait que ça enlève un petit peu le quota, le poids sur les invitations LinkedIn, parce que comme tu peux pas en faire 150 000, hormis passer sur la grosse machine, les hacks de je prends l'email, j'essaye de passer par un autre système, etc. Mais en gros, manière clean, invitation, un troisième email des fois, et ça peut être un truc un peu souvent où j'essaye juste de gagner du temps avant d'envoyer un petit message. Ça va être un truc genre mais je sais pas si je vous avais dit que par rapport à ce qu'on se disait, en fait, on avait fait un petit article. Mais globalement, j'essaye de pas mélanger le côté sales et market dans une approche. Là, c'est vraiment le côté, on a un tamis, on passe des leads dedans, et je regarde à la fin s'il y a du business ou il n'y a pas de business. Enfin, s'il y a un intérêt ou il n'y a pas d'intérêt. S'il n'y a pas... Tu fais ça, si ça marche pas, tu changes d'ICP. Si je fais ça, en fait, ils arrivent à la fin. Donc, à la fin, ils avaient mon troisième email. Après, ils ont un message sur LinkedIn qui reprend le contexte numéro A, enfin, le contexte du haut. Parce que c'est pareil, problématique de l'emlist. Si l'email n'a pas été trouvé par Drop Contact, il va passer toutes les étapes email et il va tomber sur le LinkedIn. Parce que lui, comme tu l'as scrappé, LinkedIn, t'es sûr qu'il va l'avoir. Et envoyer un message sur LinkedIn en disant « Hey, je t'ai envoyé un email hier sur... » C'est pas sûr qu'il l'ait, tu vois, parce que c'est même pas sûr du tout. Tu vois, s'il a pas reçu l'email. Donc en fait, je reprends le contexte du début, quitte à me répéter, et après, automatiquement, même, je change d'outil. Okay. C'est-à-dire que je skip l'emlist, qui est un outil pour j'envoie un message, j'attends une réponse, à un outil plutôt marketing automation. Et là, je passe dans une séquence de nurturing avec une approche, moi j'appelle ça le sales nurturing. Donc c'est on continue, on envoie là du contenu, etc. Mais on change pas la démarche. C'est-à-dire qu'on continue à être nominatif, très court. On commence pas à faire le truc à la Mailchimp en mode je me suis inscrit à une newsletter ou quoi, tu vois. J'ai pas compris le passage de l'outil 1 à l'outil 2. Et là, on a effectivement, comme tu disais, possibilité de remettre un peu d'ads. Ou par exemple, tu dis, bah tiens, peut-être que je vais mettre un email une fois par mois, tu vois, qui est le vrai hard touch. Et à côté de ça, en fait, je vais mettre quelques pubs qui fait que je vais rester en fait dans sa tête, dans son esprit. Et à un moment donné, c'est pareil, je vais le remettre. Tu sais, là, on mesure, hein, pour ceux qui l'ont déjà fait, mais en fait, en nurturing, tu le mets automatiquement si tu n'as pas répondu en prospect froid. Et après, tu vas mesurer, scorer son comportement, ce qu'il fait sur ton site, sur tes emails, sur ta pub, etc. Et globalement, tu vas le faire évoluer. Et à un moment donné, tu dis, là, ça peut être intéressant de le contacter. Il repart souvent dans l'emlist, où il se ramasse en tout cas un message qui est « Hey, ça dirait pas qu'on se parle en ce moment, tu vois ?» Ok. Voilà. Ça, pour des boîtes type startup, tu conseilles HubSpot pour faire ça?
HubSpot, ça marche bien. Après, ça coûte un bras. Ouais. Donc, moi, en fait, j'avoue que dans mon ancienne startup, le choix que j'avais fait, c'était d'avoir le meilleur outil par vertical, quitte à ce qu'il soit dissocié. Et, donc, et les brancher entre eux après. Exactement. Donc, j'avais par exemple Pipedrive. Ouais. J'ai intégré tout dans Pipedrive. Bah, après, il y a aussi un biais, hein, c'est que les outils qu'on utilise comme Lemlist et Drop Contact, Lemlist utilise Pipedrive en interne et Drop Contact utilise Pipedrive en interne. Donc, la première full synchro parfaite, ça a été Pipedrive. Donc, globalement, autant rester sur Pipedrive. Par exemple, Lemlist aujourd'hui, HubSpot, sont pas compliant. Tu vois, typiquement, donc, tu n'as pas toutes les données qui passent, qui transitent de l'un à l'autre. Donc, souvent Pipedrive, et après, je l'associe avec un autre outil comme, à un moment donné, j'utilisais Autopilot. J'adorais cet outil. Après, je passais sur ActiveCampaign. Et là, je suis repassé sur Ortho, qui est en fait Autopilot version 2. Et, mais globalement, après, tu vois, t'as Custom.io, c'est un produit plutôt SaaS. T'as des très bons outils comme Standing Blue aussi, ça peut marcher. Oui. Après, je vois toujours les limites entre un Standing Blue et ActiveCampaign. Je préfère ActiveCampaign 1000 fois. Ok, d'accord. Bon, et ben écoute, on a super bien fait le tour du sujet de l'email et de l'ADS. En tout cas, je trouve, c'était assez dense. Je te propose qu'on passe un peu plus sur le sujet de la vidéo, parce que toi, sur LinkedIn, t'as une stratégie où t'as fait carrément une vidéo par jour pendant 1 mois et demi, c'est ça ? C'est ça. Et donc, tu transmets une compétence, une info ou un hack, finalement, par vidéo. Et d'ailleurs, t'as lancé une plateforme. Enfin, tu vas... Quand ce sera sorti, tu auras lancé cette plateforme. Tu peux nous en parler un petit peu ? De la plateforme ? Ouais. En fait, c'est assez simple. Quand je suis passé d'entrepreneur entre guillemets à marketeur et que je me suis mis en mode je dois échanger avec un maximum d'autres marketeurs pour apprendre de qu'est-ce que t'as qui fonctionne mais que tu ne communiques jamais. Et en fait, je m'étais aperçu à l'époque qu'ils avaient chacun leur méthode en me disant chut, j'en parle pas, c'est ce que je vends. Et en fait, ce truc-là m'avait à l'époque ultra frustré. Je m'étais dit, mais attends, tu veux le vendre en one-to-one, mais par contre, t'es pas capable d'aider plus d'entrepreneurs à ne pas faire faillite, tu vois. Donc en fait, ton goal, toi, c'est gagner de l'argent, c'est pas d'aider les gens. Et là-dessus, tu vois, c'était ma première frustration. À l'époque, quand j'étais entrepreneur, j'avais pas accès à ce contenu en mode, on t'apprenait à te former. Et moi, en fait, c'est un mot que j'aime de moins en moins, le côté se former. Je comprends qu'on doit se former sur le long terme, investir sur soi-même, mais quand t'es entrepreneur, des fois, t'as pas le temps, quoi. Tu vois, passer 40 heures sur tester Facebook Ads, tu vas avoir les mêmes erreurs que Fabien, tu vois, a eu dans ses expérimentations. Et l'objectif, c'était de dire, ok, on va arrêter tout ça, on va faire un format ultra actionnable, où chacun partage ses méthodes, et en fait, ce qui a marché pour toi, et où t'es sûr que ça peut aider d'autres, tu le prends, on le synthétise, on le met en ligne. Il faut l'avoir expérimenté, hein, parce qu'un shot, c'est exigeant. C'est une méthode courte, expérimentée, donc tu peux pas dire j'ai vu une vidéo sur YouTube, après je t'explique comment ça marche. Il faut que tu aies un vrai use case à côté. Et qui soit orienté résultat. Donc tu vois, c'est pas on va optimiser un truc, c'est comment obtenir 20 rendez-vous. Comment faire 30% de plus de conversion. Comment ? Et en fait, comme ça, l'entrepreneur achète le petit résultat, tu vois. Et effectivement, on prend ces formats vidéo-là. En fait, t'as la petite synthèse tuto vidéo. Comme on va à l'essentiel, à côté, c'est toujours systématiquement documenté. Ouais. Tu vois, on met le Notion qu'on a chez nous, on le met en ligne. Et à côté de ça, j'essaye de le faire, en tout cas, d'avoir un mind map où, en fait, en gros, si t'es dans des trucs un peu stratégiques, il faut, par exemple, un media buyer sur Facebook, je lance un testing de créa, j'en mets tant, ça peut être OK. Mais qu'est-ce qui se passe après 48 heures ? T'as 4 possibilités seulement. A, B, C, D. Si t'es dans A, t'es 2 fois plus rentable, tu passes en scaling. Si t'es dans machin, t'es juste rentable, t'attends 48 heures. Si t'es vraiment pas rentable, en gros, tu changes juste le hook. Si en fait, si ton truc en fait t'a fait perdre de l'argent et t'as même pas
entre guillemets, sur les KPI précédentes, tu vois, une information qui dit que ça peut marcher, tu pètes tout et tu recommences. C'est pragmatique, tu vois. C'est en gros, c'est comme si tu avais un peu la tête de l'expert directement en ligne, tu vois. C'est trop bien. Moi, j'ai hâte de voir ça. Je vais voir ça demain, mais... C'est ça, lancement demain. Ouais, trop bien. Justement, la vidéo, c'est un format qui est super en ce moment, qui boom. Bon, et on n'a plus aucun doute sur le fait que c'est l'avenir et que c'est un format plus efficace en tout cas que l'écrit sur certains objectifs. Toi, tu as fait énormément de vidéos. Quels sont un peu tes résultats sur LinkedIn ? Est-ce que tu fais plus d'engagement ? Est-ce que tu fais plus de connexion avec les autres ? C'est quoi un petit peu les... En fait, déjà, les vidéos LinkedIn partent des vidéos TikTok. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que avant de commencer des vidéos sur LinkedIn, il vaut mieux les commencer sur TikTok. Pour plusieurs raisons. En fait, TikTok, je trouve qu'il est beaucoup plus exigeant que LinkedIn. Donc, en gros, c'est... t'as un temps d'attention qui est tellement limité, je crois que c'est 1 seconde 7, 1 seconde 8, c'est un truc comme ça, et qui est bien inférieur donc aux 3 secondes classiques sur un réseau, qu'en fait, quand tu fais ta vidéo, si t'as pas un super hook, donc tu t'accroches pas l'attention, tu parles comme ça, enfin, tu peux faire des facecam un peu tranquille, etc., et que ça marche, mais t'as moins de chances qu'avoir un truc un peu cuté où t'apportes de la valeur en direct. Donc en fait, moi, j'ai fait mes armes sur TikTok. Ok. J'ai monté 3 comptes TikTok. Le premier compte, fiasco. Quand je dis fiasco, c'est que j'ai cru que j'allais arriver de LinkedIn et de YouTube en mode je vais faire le même type de contenu. Mais ça marche pas. Par exemple, parler du liquid, par exemple, qui est un système dans les emails pour pouvoir faire des conditions, oui, etc. En parler sur TikTok, personne ne comprend. Sur TikTok, c'est des gens qui me disent ça veut dire quoi freelance ? Quand j'avais fait une vidéo à l'époque qui était B2B, B2C, B2B2C, je m'étais dit, j'ai fait ça, c'était une blague. En fait, il fallait que je crée, quand je fais des batchs de vidéos, il fallait que j'en crée 1 ou 2 en plus. Et j'avais fait deux trucs comme ça. La vidéo a explosé. Et j'ai dit, ah ouais, d'accord. On est niveau bac à sable. Et donc, compte numéro 2, et là, je me suis dit, ok, je l'ai appelé grosse business. Je me suis dit, ok, je vais être en mode grosse. Donc là, par contre, je suis vraiment rentré dans le truc avec quels sont les meilleurs hooks. Après, derrière, j'ai essayé d'écrire en fait le script, etc., qui allait bien. Là, ça a explosé. Et quand je dis explosé, c'est en 7 jours, 10 000 abonnés. En 30 à 45 jours, 20 ou 30 000. En gros, je m'étais arrêté à 41 500. Mais après, le problème, c'est que les gens ont commencé à « Ah, mais c'est trop cool !» Mais t'es capable de répliquer ça ? J'ai dit « Bah ouais, j'ai documenté tellement de trucs, on va voir. » Le 2 août dernier, je me décide en fait de relancer et repartir de zéro. Okay. En mode, je vais essayer de refaire le même truc, mais en mode plus clean. Parce que les vidéos qu'on buzzait, c'est vraiment pas celle que je préférais, tu vois. La vidéo qui avait cartonné dans le compte numéro 2, c'est je vais supprimer cette vidéo dans 2 heures. Alors abonne-toi. Ça, c'est ce qu'on appelle le FOMO. Ouais. Et les gens m'ont dit, Fabien, ça fait 3 heures, tu l'as toujours pas supprimé. Et je dis, mais ça, c'est ce qu'on appelle le FOMO, en fait. Donc c'était un concept marketing. Et en fait, ils l'ont pris tous au pied de la lettre. Et je reçois encore des messages sur TikTok, parce que la vidéo cartonne encore. Et en fait, en mode, ouais, attends, ça fait déjà, je sais pas, 60 jours. Qu'est-ce qu'il fait, le gars ? C'est parce qu'elle a cartonné qu'il veut plus la supprimer. Enfin, voilà. Ça, c'est le niveau TikTok. Donc, le dernier compte, je me suis dit, ok, je vais essayer de pas me travestir. Et en fait, je vais pas faire les 3 outils que tu dois voir ou rentrer dans les biais comme ça où tu sais que t'as 100 000 abonnés. TikTok, Exactement, mais tu sais que t'as 100 000 abonnés, mais 100 000 de quoi, tu vois. Et donc là, j'ai fait un truc plus propre et donc plus compatible LinkedIn. Donc là, j'ai pu effectivement, à partir de contenu un peu plus réfléchi, me dire, ok, comment j'envoie ça sur Instagram Reels, YouTube Short, documenter ça. Et je me suis dit, il y a un truc que j'ai pas encore, c'est tester LinkedIn. Parce que moi, LinkedIn, j'aime pas écrire, en fait. Enfin, je suis pas un écrivain, ni un copywriter, ni rien du tout. Et en gros, je me suis dit, ok, tiens, on va les mettre aussi sur LinkedIn. Et en fait, LinkedIn, ça marche plutôt bien. C'est des vidéos, en gros, quand je dis ça marche plutôt bien, c'est des vidéos qui font en moyenne, 3 000 pour les mauvaises vidéos, 15 000, en gros, pour des vidéos, entre 10 et 15 000 pour des vidéos normales. Les vidéos qui cartonnent, où tu sais qu'en fait, sur TikTok, elles ont eu une petite explosion. Tu dis, ce sujet, il peut bien marcher. Elle va cartonner sur LinkedIn aussi. Donc, globalement, une des dernières vidéos, c'est « N'envoie plus de PDF ». Je savais que ça allait cartonner, parce que les gens se disent « PDF,
Au moins, c'est un mot que tout le monde connaît. Oui. Et après, derrière, j'explique effectivement que envoie pas un PDF par email, il faut le traquer, peu importe. Et ça a fait 100 000 sur TikTok, 47 000 sur LinkedIn. Et donc voilà, LinkedIn, tu multiplies par 3 et ça fait à peu près 100 000 vues, quoi. Ok. Ça te rapporte des opportunités, par exemple? Ou plus que quand tu avais pas cette stratégie? Est-ce que tu trouves qu'il y a une connexion à toi qui est différente vis-à-vis des gens? Depuis la vidéo, ouais. Parce qu'en fait, à l'époque, mon obsession, peut-être quand tu vas sur LinkedIn, quand tu vas sur un réseau social, c'est quelle est ta métrique. Mon obsession de l'époque, c'était l'autorité et pas la visibilité. En vrai, c'est même encore aujourd'hui, tu vois, j'essaie de faire développer LinkedIn, mais j'essaye pas en fait de me dire est-ce que je dois parler du télétravail, tu vois. Parce que demain, je fais une vidéo, enfin, je fais un truc sur le télétravail, tout le monde peut débattre sur le sujet, ça fera 100 000 vues. Mais c'est pas ce que je recherche. Donc, je reste en fait dans mes sujets de niche, et j'essaye juste en fait de travailler tellement l'expérimentation que je me dis, je vais apporter en vidéo le petit truc un peu subtil, même si pour l'instant, j'avouerais que les vidéos LinkedIn étaient juste un test, et elles étaient assez top of funnel, tu vois. Parce que c'est des vidéos TikTok. Là, maintenant, je vais essayer en fait de faire des challenges sur LinkedIn, qui proviennent de YouTube, Okay. en mode un peu plus sérieux, tu vois, plus comment, par exemple, Fabien et son collectif ou Fabien Solo a réussi, par exemple, à développer une boîte qu'il a son voisin de palier dans un incubateur. Je frappe à la porte, je leur dis, hey mec, ça te dirait qu'on explose tout? Le mec il fait carrément, et voilà, 48 heures pour tout péter. Va-t-il y arriver? On n'est pas sûr. Et ça, voilà, c'est une vidéo qui sera longue sur YouTube et qui sera bien évidemment en extrait effectivement sur LinkedIn. Donc tu les penses pour TikTok, tu les publies, tu publies ces formats-là sur Reels et Shorts, et tu les croppes en carré pour les mettre Exactement. sur LinkedIn. Okay. Exactement. Et sous-titrage. Tu les fais avec quoi? Première. Ah ouais, ok. Pour info, j'ai un monteur maintenant. Ouais, ok, mais voilà. Mais parce que mon objectif en fait c'était pas de se dire je veux devenir un tueur. À l'époque j'étais sur CapCut, mais je voulais pas augmenter mon niveau de compétence sur le montage, mais sur comment j'industrialise le truc. Ça. Et donc le truc c'est que tu vois typiquement par exemple pour les vidéos de août, je m'étais dit attends, tout le monde dit qu'en août il y a pas d'engagement, il faut le tester. La vidéo ça marche pas, je vais en faire une par jour. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé le challenge en fait sur LinkedIn. Et je me suis dit, il faut que j'y passe le moins de temps possible parce que si ça marche, les gens vont me dire, hey, ça serait cool qu'on le fasse, enfin qu'on l'adapte pour moi. Mais si je leur dis, en fait, tu te rends pas compte, j'ai travaillé 7 jours sur 7 pour faire ces vidéos, tu vois. Il y a plus de secret. Enfin, tu vois, quelqu'un qui a charbonné nuit et jour, même week-end compris, pour sortir des vidéos, ça fait kiffer personne. Ouais. Donc mon objectif, c'est de dire en 48-72 heures, comment je peux avoir un mois de vidéo sur mon ordi, tu vois, et que je upload tous les soirs. Enfin, tous les matins pour LinkedIn, tous les soirs sur TikTok, et le reste. Ouais, donc c'était en les filmant, en batchant les tournages, préparant tous en sessions d'écriture de vidéos. C'est ça, exactement. Ouais. En mode machine, en gros, Notion, Frame.io pour héberger, faire quelques feedbacks, télécharger sur Frame. C'est un outil que j'adore, et ensuite après je t'upload. Pour l'instant rien d'automatisé, j'avais acheté une petite licence sur HotSuite, parce que HotSuite c'est quasiment les seuls qui permettent de publier sur tous les réseaux, LinkedIn en compte perso et pas pro, et de publier aussi des versions longues sur YouTube. Parce qu'à un moment donné, moi je me dis, quitte à choisir un outil, il faut qu'il fasse partie de la Content Factory, tu vois. Donc voilà, mais pour l'instant il a jamais publié rien du tout. En fait, j'ai acheté une licence et en fait, je me suis pris de publier ça un peu à la Walligan en fonction de mon humeur du soir. Ok. Pour l'instant. Bon. Okay. Mais un jour, ça sera automatisé pour que, pareil, il y ait une expérimentation qui soit plus sur le contenu, mais sur comment tu gagnes du temps, qu'est-ce que tu mets à quel moment sur quelle plateforme. Tu vois, là, je vais arriver sur cette granularité sur mes prochaines expérimentations. D'accord. Ok, tu vas essayer d'optimiser les moments. C'est pour ça que je vais plus faire tous les jours une vidéo sur LinkedIn, parce qu'en fait on m'a fait le feedback à l'époque, j'étais en format vertical, si on parlait du format vertical que j'avais cuté en bas,
et en haut pour faire un format carré, qui est le format le plus classique sur LinkedIn. Sinon, tu es obligé d'avoir des bords. Et le problème, c'est que comme tu coupes en haut et en bas, en fait, c'est une sorte de petit zoom, tu vois, qui est comme ça. Et en fait, les gens me disaient, mais Fabien, t'as une énorme tête dans le format carré. Donc maintenant, j'ai adapté le truc. En fait, on filme tout en format paysage. Ouais. Et en fait, on a juste un crop qui est fait dans la vidéo. Donc il y a un crop TikTok, un crop tac tac tac. Et au moins, l'avantage, c'est qu'on peut plus facilement choisir des angles, en fait, et que c'est moins brutal dans LinkedIn. Oui, c'est vrai que t'avais la tête très proche de l'écran. Ouais. Et moi, on m'a dit quelquefois que je faisais peur. Bon, là, on était à la limite de ok, on va peut-être arrêter ce format de cette manière. Il y a un truc aussi dans la production de vidéos, quand tu le fais tous les jours, que j'avais observé qu'en fait, quand je mettais des reels tous les jours d'une même interview, en fait, les vues commençaient à baisser de jour en jour. Ok. Et je me suis dit, ok, est-ce qu'on pourrait pas hacker ça? Est-ce que c'est pas qu'en fait, c'est tout le temps la même scène avec le même sous-titrage, tu vois? Est-ce que si j'entrecroise les vidéos, que je mets une interview, puis une autre, puis une autre, puis une autre, ça va augmenter le nombre de vues. Okay. Et en effet, le nombre de vues, tu vois, ne baissait pas, tu vois, quand j'entrecroisais les vidéos. Et donc je me suis dit, tu vois, est-ce que tu peux aussi, quand tu batches les vidéos, est-ce que c'est utile, par exemple, de changer d'habit ou de changer de façon dont tu vas sous-titrer ou de mettre des titres qui vont être très différents, de couleurs complètement opposées de celles d'hier, tu vois, quand tu vois des vidéos tous les jours, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, c'est même qu'hier, peut-être. Ouais. Je sais pas. Bah ouais, t'as raison. T'as raison, en fait, un peu. Après, il faut jouer sur la forme. Là, j'avoue que j'étais plutôt sur le côté comment capter l'attention, mesurer ça de manière assez drastique. Je regardais un peu le nombre de vues, l'engagement, sur TikTok, comment ça se passait, quelles sont les vidéos aussi qui ont explosé sur Insta et YouTube. Même si là-dessus, je suis plus du tout sur le gros fan, parce qu'en fait, les abonnés sur Insta... Enfin, je suis pas trop sur Instagram pour info, ceux qui me suivent. Mais en gros, sur Instagram, là où tu prends des abonnés, ou sur YouTube, là où tu prends des abonnés, en fait, c'est pas des vrais abonnés, tu vois. Une vraie vidéo longue où t'as eu, par exemple, tes 1000 premiers abonnés, là, tu sors une vidéo, ils sont chauds patates. C'est une communauté. Si, par exemple, t'as fait un YouTube Short et il a explosé, et t'as pris, je sais pas combien d'abonnés, genre 500, en une vidéo, c'est pas des gens qui vont consommer, qui vont dire « Ah, j'adore Fabien, je suis ses vidéos. » Il n'y a pas du long terme. Ils ont vu le short, ils ont liké, ils sont passés à autre chose. Exactement. Et donc, en fait, j'ai l'impression que c'est... Tu vois, par exemple, sur YouTube, l'audience, elle est ultra quali. Souvent, enfin, un abonné, c'est dur à obtenir, etc. Et là, c'est comme si on avait des abonnés ultra faciles à avoir de TikTok qu'on importait dans YouTube. Et je trouve que ça biaise un peu le truc à la fin. T'as l'impression d'être partout, avoir une bonne communauté active, etc. Et en fait, à la fin, tu te aperçois que t'as juste pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est juste parce que t'as eu un sujet qui a un peu reaché, quoi. Ouais. Pourquoi Elon Musk a racheté Twitter? Pourquoi Elon Musk Et là, t'as plein de followers, bon, ben, écoute. Exactement. Ils seront pas forcément intéressés par ton prochain contenu sur le growth. Exactement. Bon. Écoute, je trouve qu'on a bien fait le tour du sujet. Et sur la vidéo, et sur l'email. Donc on a déjà une bonne interview. J'ai les questions de la fin, moi. Si t'as pas d'autres... un petit creux? La fin. Ah. Ok. Je fais toujours une petite blague, une petite blague un peu pourrie comme ça. Ouais. Du coup, j'ai ma première question. C'est est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré spécialement dans ta vie? On pourrait dire des coachs de vie, online ou offline, des gens que tu as rencontrés, ou au contraire que tu vois sur internet et qui influencent un peu tes choix. Ouais, des influences, je pense qu'on en a un peu tous. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis dans ma manière d'apprendre, je reste j'ai un réseau que je construis. Petit à petit, j'apprends d'eux, mais je me renseigne assez peu sur comment font les autres. Ça, c'est un truc un peu, c'est une sorte de biais, mais par exemple, aux États-Unis, tu me dis aujourd'hui comment ils font la partie, tu vois, prospection email, ou autrement la partie ads, etc. J'en ai aucune idée. Parce que je me renseigne même pas. Je suis pas abonné à des comptes US. Donc en fait, le truc, c'est que je me dis, en fait, j'apprends sur le terrain, par mes expérimentations, même si je galère, et qu'en fait, ça a déjà été documenté. C'est pas grave. Parce qu'à la fin, tu sais, t'apprends différemment quand tu l'as vécu que quand on te l'a enseigné.
Les gens qui m'inspirent, ça va être par exemple des Guillaume Moubèche, tu sais que pour le côté pour avoir travaillé énormément avec lui, mais en tout cas c'est un mec, il a une idée, il la met en place live, tu vois, et en fait il s'en balèque de la manière dont on va le percevoir, etc. Et ça, je trouve en fait que, tu vois, typiquement moi qui suis à l'origine un ingénieur introverti, j'avais mis ma femme en tant que CEO de ma boîte parce que je voulais pas pitcher devant personne. Tu vois, en fait, j'ai un peu ce côté où je rentre dans une boulangerie, c'est pas moi qui pose la question de qu'est-ce que je vais manger. Enfin, pendant très longtemps, j'ai juste ce côté ultra introverti. Et le fait, en fait, que par exemple, à un moment donné, Guillaume me dise, Fabien, documente en live ce que tu viens d'apprendre, n'attends pas d'avoir une masterclass pour en parler. Voilà. Un conseil, le gars, il m'a refait, on était à un déj, boum, et je dis, mais ouais. T'as laissé l'assiette, t'es parti sur la notion. Mais de ouf. C'est comme quand t'es à l'époque de famille, tu sais, tu rencontres Oussama, qui te dit un truc, tu dis, désolé, je me casse, tu vas l'appliquer. C'était la même chose. En fait, c'était ultra inspirant parce que moi, où là, je me disais, je dois réfléchir à tous les cas possibles. Et quand j'ai un truc qui est vraiment bien expérimenté, je commence à en parler. Et ben en fait, lui, il m'a dit, mais Fabien, par exemple, la partie ads, quasiment sur LinkedIn, personne sait que j'ai monté 2 accélérateurs pour les e-commerçants, que j'ai dépensé moi-même 300 000 € en ads pour tester des choses pour moi et pour mes clients, mais j'étais derrière le business manager. J'ai pas délégué ça à quelqu'un d'autre pour apprendre. Quitte à, je disais, pas être rentable, enfin peu importe. Et ça, j'en parle pas. Parce que je me dis, j'ai eu que 70 boîtes en expérimentation, tu vois. C'est pas suffisant. Mais à la fin, en fait, Guillaume te dit, ça suffit. Tu fais ça pour 3 boîtes, ça marche, t'en parles. Première personne. Deuxième personne, début de Clubhouse 2021. Caroline Mignot arrive sur la plateforme. Moi, je faisais mon petit truc qui était grosse Q&A. Donc, effectivement, 30 minutes. Venez avec vos questions, on répond en live. Au départ, c'était avec Marwan de l'Emlist, Com de The Family qui nous a rejoint, etc. Et après, à un moment donné, Marwan est parti. Com n'avait plus le slot. Donc, en fait, on a remplacé l'équipe. Caroline est arrivée. Et après, Guillaume Giraudet est arrivé, l'expert en SEO. Et en fait, Caroline, c'est une machine. Et c'est une machine de ce que je ne suis pas. Elle, des réseaux sociaux. Ouais. Moi, les réseaux, sur mon téléphone, j'avais rien. Enfin, je publiais un peu sur LinkedIn, mais vite fait. J'étais pas du tout dans le game en mode les réseaux, c'est les influenceurs, les entrepreneurs, c'est les gens qui sont sur le terrain, tu vois. Et en fait, Caroline m'a montré une version un peu différente du truc. Et après, si de toute façon, si ne serait-ce que tu t'accroches un tout petit peu et que tu fais un pourcentage de ce que Caroline fait sur les réseaux sociaux, autant dire que t'es déjà pas mal. Et c'est ce qui s'est passé. En gros, je me suis dit, ok, elle me challenge, je vais rentrer, je vais le faire. À un moment donné, j'ai dit, tiens, ça serait cool de faire un petit podcast audio. Elle m'a dit, Fabien, pas de podcast. Elle m'avait dit, tu sais, j'ai galéré à lancer Marketing Square. Si t'as du content, on fait un épisode ensemble. Toi, tu focuses sur la vidéo. Pareil, c'est un peu comme des mentors où, tu vois, en 2 secondes, elle te dit, l'audio seul, c'est pas ton truc, tu vas devoir te réadapter à un format, etc. Craque la vidéo, mais craque-la sévèrement. Retourne sur YouTube, pète le game. C'est ce que je fais là. Ça, alors, je relance YouTube. Et donc voilà, ouais, c'est pour les gros mentors. Après, j'ai cité rapidement Oussama Hamar, qui à l'époque, en tout cas, c'est le mec quand même qui m'a mis une grosse claque. Lui et Jean de la Roche-Brochard. Parce que c'est Jean de la Roche-Brochard qui nous a snipé pour nous emmener chez The Family à l'époque où ils étaient dans un appartement. Et en fait, Jean, il dit, ça serait cool que vous intégriez The Family. Et je disais, The Family, aujourd'hui, vous êtes dans un appart, c'est tout pourri. Il se passe rien ici. Et en fait, en gros, je voyais pas le truc que ça allait devenir. Et en fait, en vrai, c'est ultra inspirant parce que quand tu parles à Jean de la Roche-Brochard, à Alice Zaguri ou à Oussama Hamar, c'est des personnes qui, tu leur exposes une problématique, et ben il leur faut moins de 2 minutes pour te craquer ton problème. Et ça, tu vois, intellectuellement parlant, je me suis dit, mais ces gens-là, mais c'est des tueurs. T'as le conseil qui t'a le plus choqué, là où ça t'a mis une gifle vraiment de Jean ou d'Oussama? À The Family ? Ouais.
Bah, en tout cas, non. Peut-être pas un conseil qui m'a choqué, même si des fois, Oussama, tu vas le voir. Et globalement, il va te sortir le truc. Et des fois, il était en A/B testing. C'est ça aussi le truc. Il va te dire A, il va te dire le mec d'après qui passe, il va dire B. Et lui, il va regarder quelle est la boîte qui a survécu. Mais à côté de ça, en fait, le truc, c'était... En fait, quand on arrivait à The Family, nous, on arrive avec un produit SaaS qui permet aux organisateurs d'événements de gérer leurs événements, y ajouter leur communauté, etc. Un peu le intercom de l'événementiel. Et on rencontre donc en premier Jean de la Roche-Brochard qui nous dit « Moi, ma vision, petite marge, événement B2B, vous pétez le game. » Ok. On va voir Alice Daguerre. Les gars, Eventbrite, c'est de la merde. Vous devez être partout. Événements, tous les événements doivent se passer avec vous, quitte à ce que vous soyez gratuit, je clique, machin. Eventbrite, like. Ok. On va voir le Oussama Ammar. Oussama Ammar, on commence à lui pitcher le truc. Déjà, il faut savoir que, tu sais, des fois, il est en train de lire un livre. Quand t'es en train de lui pitcher le truc, tu dis, putain, je viens à Paris, mec. Parce que nous, moi, j'habite dans le 77. Je viens à Paris, je te pitch le truc, t'es en train de lire un livre. Et le mec, boum, après, il arrive, il arrête de feuilleter, il te dit, ok, vous allez vendre très cher à des grosses boîtes et vous allez vous mettre plein les poches. Et je dis, ok. Voilà, 3 conseils, 3 personnes. Exactement. Et après, en fait, ils te disent pas, voilà, ils sont pas concertés. Chacun a un peu son avis. On a choisi celui d'Oussama, qui était à l'époque, en tout cas, je trouve beaucoup plus simple. On n'était pas en train de hacker un game. On était en train de hyper personnaliser, entre guillemets, une approche, prospection, pour persuader, convaincre une boîte de travailler avec toi. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ok, ça s'est bien passé? Ouais, on a travaillé avec des super belles boîtes. Disney, Danone, Veolia, Vinci, etc. C'était très cool. Le problème, et en gros, c'est encore aujourd'hui, quand je parle avec des acteurs de l'événementiel, c'est le cas, mais c'est des personnes qui sortent de la communication événementielle. Et à l'époque, quand moi je sortais de mon école d'ingé, je savais pas la différence, enfin, je connaissais la différence, mais d'état d'esprit entre des marketeurs, le marketing, la com, enfin tout ça, tu vois, comme interne, comme externe et tout. Quand t'es dans la com, mesurer ce qui se passe, optimiser, avoir de la data, c'est pas le truc. C'était pas leur problème. Nous, c'est ce qu'on faisait. On permettait de comprendre, d'analyser, d'optimiser, on amenait du gros dans l'événement. Bah, globalement, en fait, on a signé des clients, mais je pensais que ça allait être le truc qui allait tout exploser, mais en fait, encore aujourd'hui, les questionnaires de satisfaction, ils te disent, je m'en fiche, en fait, Fabien, qu'il soit au format papier, qu'on comprenne pas trop ce qui se passe, parce qu'on va faire un autre event derrière. Je suis payé pour faire 30 événements à l'année. J'ai pas besoin d'optimiser le truc, tu vois, sinon, je risque mon poste, tu vois. Et là, je dis, ah ouais, on est quand même dans un mindset de ouf. C'est pour ça que je suis reparti du côté marketing en mode, enfin ceux qui ont de la data, qui optimisent le truc et qui scale, tu vois. Ok. Bon, donc c'était un bon conseil quand même, mais ouais, la cible était pas. Ouais, exactement, c'est ça. Ok. Est-ce que tu as des ressources un petit peu sur tout ce dont on a parlé? Alors, ads, on a bien compris la formation de Yomi. C'est clair. Achetez-la quand elle est à 797 €, pas à 1497. La base. Pendant Noël, c'est ça? Je sais pas. Black Friday. Ok. Quand il a besoin de cash. Ok. Et à part ça? Ouais, concrètement, moi en fait, j'adore effectivement en fait un peu suivre des personnes plutôt qu'effectivement, enfin, comment dire. D'ailleurs, je parlais de Guillaume Moubèche. Bah, globalement, en fait, par exemple, sur l'Emlist, il y a du contenu assez sympa sur effectivement le cold emailing, l'approche relationnelle, etc. Bah, ce que peut prôner l'Emlist, mais c'est bien documenté. Drop Contact sur la délivrabilité, sur les petits hacks que peut trouver Denis Cohen. La grosse machine, enfin là c'est vraiment sur la partie B2B. Eux parlent un petit peu de la partie par exemple ads parce qu'ils intègrent ça directement dans leur pipe, donc ils vont dire effectivement comment à partir de je peux les intégrer dans une audience Facebook. Mais globalement je vais être ultra niché en fait dans les ressources et principalement des outils où t'as effectivement ils documentent ça comme s'ils allaient te faire une formation. Alors que c'est en fait tout simplement pas des fois sur leur blog, mais dans leur support, le helpdesk en fait. C'est là où j'ai le
en tout cas moi dans mon cas, Ouais. c'est là où j'ai les meilleures connaissances. En fait, tu rentres dans la machine, et moi, faut pas oublier, en fait, mon job, c'est de utiliser des outils et rajouter la brique méthodologique qui fait que sur cet outil, ça va marcher. Donc en gros, c'est rentrer dans les profondeurs. Donc l'emlist, par exemple, il faut que je comprenne ce que l'emlist ne te dit pas. Donc en gros, je pars de leur helpdesk, j'essaie de craquer le truc et je suis en contact avec le CTO pour leur dire mais attends, mais concrètement, là par exemple, je viens de scraper 100 personnes. J'ai lancé 3 campagnes. Pourquoi il n'y a que la première campagne qui tourne alors que j'en ai lancé 3 et ça aurait pu être ventilé? Ah ouais, mais parce que sur l'emlist. Et en fait, tu vois, et ben ça, c'est des feedbacks que je dois apporter à mes clients en disant alors attends, ils te le disent pas, mais si tu scrapes comme ça et t'en lances 3, c'est mort. Parce qu'ils vont prioriser celui-là. Mais si tu machin, et si t'as ta campagne qui, et le quota machin. Et en fait, il y a plein de trucs, c'est des non-dits, eux le savent, mais toi non. Mais toi à la fin, tu utilises leur outil. Donc en fait, tu vois, c'est un peu, j'essaye en fait d'être documenté sur des petits trucs un peu ultra précis. Ok. Après, en doc général, j'essaie juste de scroller un peu LinkedIn le matin. Toujours. Toujours, la base. Toujours. Twitter aussi, j'aime bien. Ah, tu utilises Twitter? Ouais, il y a des trades, je trouve. Ok. Je trouve toujours un trade que j'ai vraiment envie de sauvegarder qui va m'aider plus tard, tu vois. Tous les matins. Ok. Franchement, ça m'a jamais déçu. Faudrait que je teste. Mais après, tu vois, le biais, c'est que quand je teste un truc, j'ai tendance à rentrer dedans. Télécharge pas Twitter, alors. À essayer. Mais en tout cas, ouais, mais il y en a pas mal qui sont rentrés dedans, là, dernièrement, des pros de LinkedIn et qui ont commencé à faire des gros reach, etc. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est intéressant et réplicable pour les entrepreneurs? À tester. Voilà. Bon. Ok, mais trop cool. Enfin, je te suivrai et je regarderai un peu les threads que tu suis. Ouais, dans les likes, il y a pas mal de trucs intéressants. Ok. Est-ce que tu as des outils que tu as oubliés, mais que tu utilises beaucoup et qui te sauvent la vie? Les outils que j'utilise quasiment tous les jours, hormis les outils de prospection, ça va être juste la base de la base, hein, mais Notion. Quand je crois que c'est systématiquement l'outil qu'on dit tous en premier. C'est vrai, mais je crois en fait, surtout quand tu documentes, en tout cas c'est le truc le plus important. De plus en plus, je commence à mettre mes méthodes sur Obsidian, tu sais, l'outil, oui. Le second cerveau, etc. Tout simplement pour avoir des interconnexions. En gros, quand tu commences à cliquer sur Facebook Ads, ça te sort toutes les méthodologies qui gravitent autour. Ultra puissant quand tu veux rentrer dans la tête de la méthodologie grosse de manière générale. Ou alors il faut faire un template Notion assez compliqué. Ouais. En fait, à un moment donné, il faut triquer un outil pour qu'il devienne un autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc en gros, le deuxième outil, DocSend. Ok. J'utilise tous les jours. Donc en fait, je partage aucun document, aucun e-book, rien du tout si c'est pas hébergé sur DocSend. Pour plein de raisons, je traque. Je regarde en fait, comme d'habitude, hein, mais qui consulte quoi? Combien de slides? Des fois, je vois qu'il y a un gros drop. 3 slides pas consultés. Je me dis, faut les faire sauter. Optimisation. Et après, effectivement, DocSend pour les propals que tu peux faire à tes clients, etc. Et que c'est modifiable. N'importe quand. Tu changes tes prix. Tout le monde a le truc. C'est pas, j'ai le truc de Fabien d'il y a 3 mois et c'était une itération. Il avait testé à un prix, etc. Et après, effectivement, en outil, Slack, WhatsApp, ça dépend qui. Et ça dépend pourquoi, mais en gros les deux. Et après, ouais, ça va être un peu tout. Hein. Ça va être un peu tout. Ok, d'accord. Enfin, la classique, quoi. Ouais. Là, je suis même dans l'ultra DocSend, classique. après, moi, je connaissais absolument pas et j'ai regardé. C'était méga quali. T'as une alternative aussi gratuite à DocSend? T'en as testé une qui est bien ou pas? Je crois qu'il y a un Microsoft ou il y a Google qui te permettent en fait d'héberger en tout cas des documents et de les envoyer et de savoir un peu ce qui s'y passe. Après, DocSend, j'utilise de manière assez poussée. Enfin, poussée non, mais tu peux pas consulter un de mes documents si tu mets pas ton adresse email. Donc ça permet de savoir qui. C'est vrai que ça fait un peu longuet comme funnel. Ouais. Mais bon, au moins. Ça fait un peu longuet. Mais après, c'est. Mais quand tu sais qu'il y a de la valeur derrière, tu vas mettre ton email même 2 fois parce que bon, tu as envie. Ouais, au pire, tu peux mettre un faux email. Oui. Il y en a plein qui le font. Mais ce que je veux dire, c'est que je l'utilisais dans ma précédente startup qui permettait d'avoir le momentum de décision d'une entreprise. Parce qu'en fait, tu leur envoies. Elle consulte pas. Ça sert à rien de la relancer. Elle consulte pas. Et au bout de 3 mois, tu sais pas pourquoi, dans une boîte, je sais pas moi, Eurovia, Vinci, peu importe, boum, il commence à titiller. Tu vois qu'il y a écrit Vinci, Vinci, Vinci. Ah,
3 personnes différentes de la même équipe sur mon document, ils prennent une décision. Boum, il y a un call derrière. Un email, il y a un Hyper truc. efficace. DocSend. Ça se relie à Slack, ça se relie à ce que tu veux. Ça t'envoie l'intent, l'intention, et que tu peux effectivement exploiter. Trop bien. Bon, ça, très instructif. Bah écoute, moi j'ai fini avec mes questions, il me reste plus que la dernière. Bon, j'imagine que tu l'as déjà anticipé. C'est si tu devais inviter une ou plusieurs personnes sur ce podcast, qui est-ce que tu inviterais? 2 personnes différentes. Ok. Caroline sur la partie LinkedIn Content. Podcast, si tu l'as pas déjà eu, elle est pas déjà passée. Je l'ai pas déjà eu, on s'est envoyé des messages, mais Ok. c'était beaucoup trop court comme... Ok. Bon, en tout Comme cas, voilà. délai. Caroline. Je lui dirai en plus qu'on est bien accueillis et qu'on boit un super verre de vin. Il y a même l'apéro après. Il y a l'apéro. Ça, c'est le premier truc. Et après, effectivement, le deuxième, peut-être Thomas Rivol. Thomas Rivol, ok. Ouais, parce que je bosse avec lui sur des missions sales plus market, un peu high ticket. Et je sais qu'il est ultra smart sur copywriting, tunnel de conversion. Enfin, on fait pas mal de belles choses ensemble. Et je me dis, ouais, il doit avoir pas mal de méthodes et pas mal de choses à dire. Ok, trop bien. J'ai hâte de voir ça du coup. Écoute Fabien, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on chine pour la fin? Pas spécialement, si ce n'est passer à l'action. Arrêtez de procrastiner et passer à l'action. Ok, où est-ce qu'on te retrouve du coup? Soit pour travailler avec toi, soit pour voir tes contenus. Principalement sur LinkedIn. Globalement, voilà, c'est le truc le plus simple. Fabien Ferreira. Exactement. Je dirais sur LinkedIn. Ok, Ou bientôt sur le shot. bientôt sur le shot. Bon, ouais, Fabien, je propose de chiner. Allez, À la prochaine. merci à toi, merci encore pour l'invite. De rien, avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour cet épisode avec Fabien Ferreira. J'espère que tu as aimé le regarder autant que moi. J'ai aimé passer ce moment avec Fabien. Tu as le résumé dans le premier lien de la description avec tous les liens, toutes les personnes, toutes les ressources qu'on a mentionnées. Un grand merci encore à Factory 5.42 pour rendre le podcast possible. Et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Aftermarket.